On va plus loin à présent dans l'essentiel avec Patricia Lémonière. Bonjour Patricia. Et Florent Odo. Bonjour Florent. Bonsoir. Avec au sommaire, Vladimir Poutine détruit la Russie en refusant un accord sur l'Ukraine. Voilà les propos de Donald Trump qui marquent la première prise de parole ou première prise de position en tout cas du nouveau président sur ce dossier ô combien sensible. À Davos, le président ukrainien Volodymyr Zelensky lui appelle l'Europe à s'unir et à dépenser plus pour sa défense en écho à Donald Trump lui-même. Le nouveau président américain qui multiplie les décrets, sortie de l'accord de Paris, fin du droit du sol, état d'urgence à la frontière mexicaine. De tout cela, nous allons parler dans On va plus loin, c'est tout de suite. Donald Trump effectue donc son premier jour de plein exercice de son nouveau mandat de président à la tête des États-Unis. Et manifestement, il n'entend pas perdre une minute. C'est par son réseau social que 4 hauts fonctionnaires de l'administration Biden auront ainsi appris leur licenciement. Début d'une purge annoncée alors que les premiers décrets présidentiels étaient signés dès hier au pas de charge. Les images commentées par Diane Schlinger pour France Télévisions. Danse de la victoire. Un déhanché en smoking, sabre à la main. Voici comment Donald Trump fête son nouveau statut de commandant en chef des armées américaines. Après le moment solennel de l'investiture, le rideau s'ouvre. Le show à l'américaine, ou plutôt à la Trump, a commencé et cela va durer 4 ans. Le 47e président des États-Unis fend la foule chauffée à blanc et brandit le poing. Signe de ralliement repris par ses partisans. Il annonce gracier les émeutiers de l'assaut du Capitole. On va signer des grâces pour beaucoup de gens. Et commence la politique spectacle. C'est devant ses électeurs que Donald Trump signe ses premiers décrets. Imaginez Biden faire ça? Je crois pas. Le premier pour annuler 78 textes de son prédécesseur, les suivants pour suspendre les régularisations des immigrés, geler les embauches des fonctionnaires fédéraux, sortir des traités internationaux sur le changement climatique. Voici pour le retrait des accords de Paris. Chaque paraphe est acclamé par ses supporters. Merci, Monsieur le Président. Nous allons économiser 1000 milliards de dollars. Et Donald Trump de jeter à la foule ses stylos, telle une rockstar. Aujourd'hui, c'est comme Noël, j'ai tout ce que je veux. Une fièvre militante jusque dans les bars de Washington. Dites à la France et à l'Europe que les États-Unis sont de retour, et mieux que jamais. Donald Trump fait ensuite son retour officiel à la Maison-Blanche et dans le bureau ovale. Il faudra attendre la question d'un journaliste pour qu'il s'intéresse à la lettre laissée par Joe Biden. Attendez, il l'a peut-être laissé dans le tiroir, je ne sais pas. Oh. Merci Peter. Ça aurait pu rester des années ici avant que je la trouve. Il signe ensuite une nouvelle série de décrets, sortie de l'OMS, état d'urgence aux frontières. Certaines de ces décisions peuvent désormais être contestées dans les tribunaux. Donald Trump qui révoque aussi l'amiral Linda Lee Fagan, première femme à diriger une branche des forces armées, les gardes-côtes américains. Motif invoqué, son choix de privilégier les questions de diversité au détriment de la sécurité des frontières, selon les Républicains. Une décision ô combien symbolique du virage qu'entend impulser Donald Trump, n'est-ce pas Mathieu Mabin à Washington pour France 24 ? Oui, absolument. Et d'ailleurs, à elle seule, l'amiral Fagan était un symbole, évidemment. Je l'ai rencontré quelques fois, et soyons parfaitement clairs, jamais, que ce soit avant ou après sa transition, cet officier n'a cessé d'être reconnu pour sa compétence et son dévouement. La réalité, c'est que le besoin ressenti sincèrement par ce serviteur de l'État, ce serviteur de la nation en réalité, ce besoin de transitionner a suscité des réactions excessives des deux camps, du camp démocrate d'abord, qui a voulu, sans la consulter, en faire un symbole, en lui attribuant des responsabilités relativement excessive, ne serait-ce que par rapport à son ancienneté, ce qui s'était traduit évidemment par de véritables animosités parmi ses pairs, parmi ses semblables, mais pas seulement pour ce qu'elle était,
mais tout simplement parce qu'elle grillait la priorité de l'avancement à des officiers qui, méritants, n'ont pas apprécié la manœuvre et ralenti leur propre parcours. C'est aussi simple que cela. En cela, l'amiral Fagan, qui n'avait rien demandé, peut être raisonnablement considéré comme une victime. Un constat que l'administration Trump n'a pas du tout l'intention de faire, évidemment, et qui ne la voit que comme le symbole du progressisme démocrate débarquant au Pentagone. Et pour ne rien arranger, l'administration Biden a choisi de lui confier, on le sait, le double dossier des sujets migratoires qui incombent aux armées, mais également l'intelligence artificielle. Il n'en fallait pas plus pour qu'elle devienne, dans les consciences des conseillers défense de Donald Trump, l'ennemi à abattre, évidemment. L'amiral Fagan ira donc prématurément, encore une fois, jouir de ses droits à la retraite sans avoir jamais trahi personne et après avoir été, disons-le, le jouet politique de 2 administrations. Mais puisque l'on parle du Pentagone, il faut quand même qu'on cite le cas du général Milley, l'ancien chef d'état-major des armées de Donald Trump, sous son premier mandat, vous vous en souvenez évidemment, dont le portrait a été décroché du mur du Pentagone par quelques officiers à qui rien n'avait été demandé. C'était la nuit dernière et par les serviteurs les plus zélés de la nouvelle administration, après que Joe Biden a pris le soin d'amnistier le général Milley par anticipation pour le protéger des représailles de la nouvelle administration. On rappelle que le général Milley avait dénoncé les dérives despotiques, je cite, dont il disait avoir été le témoin à la fin du mandat de Donald Trump en 2021. Vous vous en souvenez évidemment, Raphaël. Vous restez avec nous, Mathieu. Patricia Lémonière, le spoil system, c'est une pratique courante lorsqu'un nouveau pouvoir arrive à Washington. C'est différent le fait que Donald Trump en fasse une exploitation politique? Alors, le spoil system, effectivement, c'est complètement courant. C'est 4000 hauts fonctionnaires, en gros, qui sont à chaque président qui valsent. Là, c'est autre chose parce que dans le spoil system, il y a remplacé une administration par une autre par une administration qui est plus dévouée à sa vision du monde. Là, on a l'impression qu'on assiste, c'est de l'ordre de la vengeance, c'est de l'ordre de la poursuite jusqu'au bout de ceux que l'on veut éliminer. Donc, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, dans cette signature de décret, dans ces discours qu'il a eu en particulier dans cette salle de sport, en quelque sorte, on sentait qu'il parlait essentiellement comme en campagne qu'à son électorat. Et dans ses discours, on a senti comme en campagne qu'il ne s'intéressait qu'à son électorat. En général, les présidents font un discours rassembleur. Et là, on avait un discours clivant, comme s'il continuait sa campagne. Tout en prétendant restaurer l'unité du pays qui aurait été abîmée par les démocrates, disait-il. À l'inverse de tout ce qui s'est passé. Donc, on a l'impression qu'il a vaincu, il a gagné, il a eu sa revanche sur son électorat, et c'est pour cet électorat, et c'est à cet électeur-là qu'il va continuer à s'adresser par ces décrets, parce que ces décrets sont là dans un premier temps pour les satisfaire. Et parmi ces décrets signés pour les satisfaire, il a notamment gracié, Florent Audouin, une partie des assaillants du Capitole. On peut y voir un encouragement à ceux qui voudraient à l'avenir s'en prendre au processus électoral. Oui, ce qui est sûr, c'est que c'est un message terrible qui est envoyé à tous celles et ceux qui croient en la démocratie, en la justice, dont on peut finalement tordre le cou si facilement. Le message, c'est vous pouvez faire tout ce que vous voulez, tant que vous êtes dans mon camp, cette loyauté chère au cœur de Donald Trump en étant plein dedans. Aujourd'hui, la loyauté à Donald Trump vaut plus que la loi. C'est un peu le message qui est envoyé aujourd'hui. Depuis hier, d'ailleurs, les démocrates n'ont pas de mots assez forts pour dénoncer, bras d'honneur à la démocratie américaine, insulte au système judiciaire américain. Bien sûr, chacun choisira son expression. Il faut bien se rendre compte que ce sont près de 1500 personnes, dont 1270 personnes condamnées pour le 6 janvier, qui ont été graciées en plus des full pardons, ce qu'on appelle des grâces totales, et notamment 2 cas emblématiques. Le cas des leaders des Proud Boys, Enrique Tarrio, on rappelle que c'est un groupe d'extrême droite, suprémaciste blanc. Lui a été condamné à 22 ans de prison. C'est tout simplement la peine la plus lourde liée au 6 janvier. C'est donc un symbole du virage judiciaire dont vous parliez, Raphaël. Il y a également le fondateur des Oath Keepers, Stewart Rhodes, les gardiens du serment. Lui a été condamné à une peine de 18 ans de prison. Il faut bien se rendre compte que Donald Trump parlait d'eux comme des otages. Ce sont des gens qui s'en sont pris à la démocratie américaine. Ce sont des gens qui ont mis en péril le système démocratique américain en s'en prenant au Capitole. On rappelle au passage que 5 personnes sont mortes le 6 et le 7 janvier, et notamment un policier. On rappelle aussi que
Plusieurs policiers de Washington se sont suicidés après ce qu'ils ont vécu le 6 janvier. C'est donc une affaire extrêmement grave. Bien sûr, tout cela, en réalité, n'aura qu'une seule conséquence, aggraver justement ces divisions très fortes aux États-Unis. J'allais parler de la même chose, de ce discours rassembleur qu'on a l'habitude de voir à l'entrée de fonction d'un président. Il fallait voir la virulence, la violence du discours de Donald Trump hier, qui n'a même pas rendu grâce à Joe Biden, qui vient de servir 53 ans les États-Unis. On touche là au cœur de la démocratie américaine, Patricia Lémonière, jusque dans ce manque finalement de respect il va même plus loin envers ces politiques qui ont fait le déplacement, qui étaient présents hier. Oui, alors effectivement, je trouve que son discours était très humiliant pour Joe Biden. Moi, j'aurais été Joe Biden, je serais parti. J'ai envie de dire... Enfin bon, on ne peut pas, mais je ne suis surtout pas Joe Biden. Il joue le jeu démocratique, Joe Biden. Oui, Joe Biden joue le jeu jusqu'à la fin. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il touche aussi au 14e amendement. C'est-à-dire le 14e amendement, on va sûrement en reparler, c'est celui qui permet à toute personne née sur le sol américain de devenir américain. Et là, alors que c'est vieux de plus d'une centaine d'années, c'est incrusté dans la Constitution américaine, eh bien, il le révoque par un simple trait de crayon. Alors, simplement, les États font appel. Aujourd'hui, je crois qu'il y a plus d'une dizaine ou même plus, enfin sûrement Mathieu pourra nous le dire, d'États qui ont déjà lancé des procédures pour faire appel. Donc tous les décrets passés par Donald Trump vont donner lieu à des recours en justice. Et donc là, on rentre dans un autre processus et c'est bien là où on jugera la démocratie américaine. Sera-t-elle assez forte sur un plan judiciaire pour résister à cette espèce de machine et de rouleau compresseur de la violence incarnée par Trump? Et oui, mais Mathieu Mabin, on l'évoquait à l'instant, il y a effectivement parmi l'exemple de ces décrets qui peuvent être considérés comme exorbitants ou léonins, pris hier par Donald Trump, cette grâce accordée à ce millier de supporters arrêtés lors de l'attaque du Capitole. Le problème, c'est que Joe Biden, quelques heures plus tôt, avait lui-même accordé une grâce préventive à des membres de son entourage proche. Alors, est-ce que cela n'amenuise pas, d'une certaine manière, la critique envers Donald Trump ? Ouais, vous avez absolument raison de poser cette question. Vous l'imaginez bien, la perception varie selon que les commentateurs sont de sensibilité démocrate ou républicaine. La description qu'on vient de faire du 6 janvier, d'ailleurs, est considérée ici aux États-Unis comme une vision démocrate du 6 janvier. Mais il y a quand même un événement qui rassemble justement ces mêmes commentateurs dont nous sommes autour d'un constat. Effectivement, la grâce accordée par Donald Trump aux assaillants du 6 janvier, d'abord, n'est pas une surprise. Ensuite, elle est parfaitement constitutionnelle, il ne faut pas l'oublier. Et enfin, elle vient percuter, encore une fois, vous l'avez évoqué, la grâce par anticipation accordée par Joe Biden aux policiers du Capitole qui avaient tiré, par exemple, sur cette manifestante Ashley Babbitt le jour de l'attaque. Ashley Babbitt n'avait pas survécu à ses blessures. La légitime défense revendiquée par le fonctionnaire n'avait pas convaincu la moitié républicaine de ce pays, évidemment. Mais surtout, le policier n'a jamais été traduit en justice, ne serait-ce que pour démontrer qu'il y avait bien légitime défense. Joe Biden a choisi de le gracier par anticipation, effectivement, pour que ce procès n'ait jamais lieu. Avec les équipes de France 24, on a rencontré la mère d'Ashley Babbitt qui nous dit que tant que cet homme sera en liberté et échappera à la justice, personne ne pourra reprocher à Donald Trump, je cite, de libérer de simples manifestants innocents. Ce sont ces mots. Vous voyez bien que les récits ne sont pas du tout les mêmes selon la couleur politique des individus. De simples manifestants qui, je le rappelle quand même, ont été qualifiés d'otages par le nouveau président américain. Florent le rappelait à l'instant, c'est hallucinant. En réalité, vu de votre côté de l'Atlantique, on comprend très bien que le principe même de ces grâces peut tout à fait faire débat dans un état de droit, en tout cas chez nous, en France. Principale mesure, Patricia l'évoquait avec cette question du droit du sol, l'état d'urgence aussi décrété à la frontière avec le Mexique, qui n'a d'ailleurs plus de golfe du Mexique aux yeux de l'administration américaine, mais désormais un golfe d'Amérique. Cette posture résolument hostile, d'après vous, Patricia, est-ce qu'elle peut déboucher sur des résultats? C'est sur cette question qu'il se sait très attendu, Donald Trump. Oui, alors d'abord, on va citer la réaction de la présidente du Mexique qui a dit qu'il fallait un peu garder son calme, ne pas s'énerver et juger sur pièce. Donc je trouve qu'elle fait preuve d'un grand sang-froid par rapport à cette situation. Alors là, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va avoir du show Trump.
une nouvelle fois, je pense, effectivement, il va vouloir faire ce qu'il a dit dans un premier temps. Donc, on va avoir des expulsions, des embarquements, probablement de détenus, parce que alors, les chiffres varient, 11 millions, 14 millions, 16 millions de personnes qui sont en situation illégale, et sur ce chiffre, à peu près 700 000 incriminés dans les prisons américaines. Donc c'est là-dessus, évidemment, dans un premier temps, qu'il va taper Joe Biden. Enfin, Donald Trump, excusez-moi. Mais renvoyer 700 000 personnes dans leur pays, ça ne se fait pas comme ça. Il faut des infrastructures, il faut des autobus, alors il a bien mobilisé l'armée, et puis il faut surtout que les pays les accueillent. Il faut des laissez-passer consulaires. Il faut laissez-passer consulaires. Il faut surtout que des pays les accueillent. Alors, il y a quand même eu, l'année dernière, 700 000 reconduites à la frontière. Ça, on l'oublie. C'était du jamais vu, je crois, depuis plus de 20 ans. Donc, sous Joe Biden, il y avait eu déjà un énorme effort de fait. Et donc, 700 000 reconduites à la frontière, ça veut bien dire 700 000 laissés-passer. Oui. Et en bon transactionnel qu'est Donald Trump, il peut monnayer ces sorties. Mais avant de les monnayer avec les pays d'accueil, il va surtout falloir les organiser sur le territoire national. Et ça, c'est une autre paire de manches. Première conséquence, en tout cas, les demandes d'enregistrement à la frontière ne sont plus organisées. Les applications aussi ont été coupées, etc. Vous arrivez aujourd'hui à la frontière américaine, vous n'avez plus d'interlocuteurs, ne serait-ce que pour faire enregistrer une demande de visa ou une demande d'asile, puisqu'il l'a dit, il comptait aussi révoquer cette procédure. Florent Raudot, c'est un changement majeur qui est en train de mettre en place Donald Trump. Le pourra-t-il simplement ? Voilà, il y a toujours les promesses et le principe de réalité. Aujourd'hui, en 2025, on a quand même un peu de recul. Ces opérations d'expulsion massive, elles ont déjà été menées par les passés. Dans les années 1930, la Grande Dépression, Herbert Hoover, 2 millions de personnes expulsées. En 1954, Dwight Eisenhower, pareil, 1 million de personnes expulsées. Et à chaque fois, on l'a vu, ça nuit à l'économie américaine. Aujourd'hui, Donald Trump, il jouit d'une situation économique qui est plutôt bonne. C'est presque le plein emploi aux États-Unis, moins de 4%. Et tiens, ça coïncide à l'entrée de 4 millions de travailleurs, en tout cas de personnes étrangères, sous le mandat de Joe Biden. Donc, il y a un principe de réalité. Donald Trump, évidemment, il va vouloir que son économie, elle se porte bien durant ces 4 années. Donc, il va bien falloir voir ce qui va se faire. Donald Trump, vous évoquez cet objectif de 11 millions de personnes expulsées. Mais ça coûte très cher. Il y a des instituts qui ont estimé à 88 milliards de dollars l'expulsion de 11 millions de personnes entrées clandestinement sur le territoire. Est-ce que Donald Trump voudra mettre demain près de 90 milliards sur la table? La réponse est un peu dans la question. Mathieu Mabin, il y a eu depuis Edgar Hoover des villes qu'on dit sanctuaires aux États-Unis qui ont accepté la présence de migrants illégaux au motif qu'ils participent à l'économie. Certains sont installés sur le territoire depuis bien longtemps. On sait comment va se dérouler cette opération qualifiée de sauvegarde par celui qu'on désigne comme le tsar des frontières, Tom Homan, et qui doit débuter à Chicago dès cette semaine. Alors, on l'a entendu à l'instant, beaucoup d'obstacles ont déjà été énumérés sur votre plateau par Florent et Patricia. Et donc non, en fait, on ne sait pas vraiment, puisque l'opération promise par Donald Trump, qui consisterait à traquer, interpeller et expulser entre 11 et 15 millions d'individus, c'est le dernier chiffre que l'on possède, est, on le sait, totalement fantasque, techniquement. D'abord, elle prendrait un temps fou, cette opération, probablement une décennie. Or, Donald Trump n'a pas ce temps-là, évidemment. Même s'il passait le flambeau à son successeur, ce serait un programme absolument impossible à mettre en œuvre dans un temps court, en tout cas. Ensuite, elle coûterait, Florent l'a rappelé, des dizaines de milliards de dollars. Il y a un chiffre qui circule. Alors, ne me demandez pas d'où il vient, on parle de 88 milliards de dollars. Est-ce que c'est calculé sur les 11 millions ou les 15 ? On n'en sait rien, mais vous voyez bien qu'on parle de montants astronomiques. Et enfin, elle priverait l'Amérique de quelques-uns des poumons économiques de ce pays. C'est ça tout le paradoxe de cette affaire, d'une main-d'œuvre absolument indispensable au fonctionnement de l'Amérique. C'est d'ailleurs tout le paradoxe du discours de Donald Trump, qui veut à la fois lâcher la bride de l'économie américaine comme il aime tant faire, et en même temps la priver de ce qui est concrètement un atout pour les secteurs de la restauration, le bâtiment, les travaux publics, l'agriculture. Et
J'allais pas en parler, mais même l'armée. Rappelez-vous, lors des engagements en Irak et en Afghanistan, l'armée américaine avait recruté des travailleurs qui n'étaient pas américains, ces fameux clandestins. En réalité, ce à quoi on s'attend, c'est effectivement des démonstrations de force de ce fameux Tom Homan, sorte de Bruce Willis de la traque des migrants, qui a déjà annoncé qu'il traiterait en priorité les clandestins délinquants, c'est-à-dire un tout petit nombre d'individus, évidemment. On doit s'attendre à ce que ces opérations d'interpellation et d'expulsion soient largement médiatisées, mais afin de combler la frustration de l'opinion dans ce pays. Une frustration largement construite par Donald Trump dans son discours politique et on a fait le tour du sujet. Ces opérations s'accompagneront de démonstrations de force avec une mobilisation de la garde nationale du Texas, par exemple. Et puis Donald Trump a aussi sorti formellement les États-Unis de l'accord de Paris, comme il l'avait fait en 2016, sauf que cette fois, la sortie sera effective beaucoup plus rapidement, d'ici un an. De quoi inquiéter les Européens, très attachés à la lutte en faveur du climat. Et ce n'est pas le seul motif d'inquiétude de ce côté-ci de l'Atlantique, comme nous l'explique en images Noémie Roche. À Davos, elle est venue forger de nouveaux partenariats. Face au retour de Donald Trump à la tête des États-Unis, la présidente de la Commission européenne veut rester pragmatique. Notre première priorité sera de nous engager rapidement, de discuter des intérêts communs et d'être prêts à négocier. Nous serons pragmatiques, mais nous nous en tiendrons toujours à nos principes. Protéger nos intérêts et défendre nos valeurs, telle est la voie européenne. Ursula von der Leyen a ainsi tendu la main à la Chine et annoncé qu'elle se rendrait prochainement en Inde. Une manière de répondre aux menaces de Donald Trump, qui a notamment promis d'augmenter les droits de douane avec l'Europe. Le nouveau président n'a pas donné de détails lors de son investiture. Il doit s'exprimer en visioconférence à Davos ce jeudi. Donald Trump a en revanche déjà signé le décret pour retirer une nouvelle fois les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, alors même que les effets du dérèglement climatique se font de plus en plus sentir. Un accord défendu comme le meilleur espoir de l'humanité par Ursula von der Leyen. Autre motif d'inquiétude pour les Européens, l'annonce de la sortie des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi le rôle des États-Unis de Donald Trump dans le monde. Une question essentielle pour le président ukrainien, lui aussi à Davos, et dont le pays s'approche de 3 ans de guerre avec la Russie. Et oui, c'est à Davos donc que Volodymyr Zelensky a lancé un appel aux Européens. Comme Donald Trump, il les appelle à faire plus que doubler leurs dépenses militaires. Écoutez. Nous avons besoin d'une politique européenne unie en matière de sécurité et défense. Et tous les pays européens doivent être prêts à dépenser autant que nécessaire pour la sécurité, et pas seulement ceux à quoi ils sont habitués pendant des années de négligence. S'il faut 5% du PIB pour couvrir la défense, qu'il en soit ainsi. Des années de négligence. Voilà qu'il admoneste presque les Européens. Pourtant, c'est bienfaiteur aujourd'hui, Volodymyr Zelensky, qui fait écho aux demandes de Donald Trump aux mêmes Européens. Il fait du zèle, d'après vous, Patricia Lémonière ? Ils sont en grande difficulté sur le front. On dit que, par exemple, les Russes auraient 1000 morts ou blessés par jour, et à peu près l'équivalent côté ukrainien, un peu moins, parce qu'ils se lancent moins dans l'offensive, mais il y a des pertes énormes et il n'y a pas assez d'armes. Donc, effectivement, lui, il a besoin d'armement et il a besoin qu'on lui dise « oui, on sera là, ne vous inquiétez pas », etc. Il y a peut-être aussi l'idée de convaincre Donald Trump d'aider l'Ukraine, oui, alors, en ayant le même langage. Alors, il tient le même langage, 5%, 5%. Pourtant, les États-Unis, en dépenses militaires, dans leur PIB, c'est que 3,4. Mais eux, ils ont 3,4, mais ils nous demandent de faire 5. Ils réclamaient 2% il y a 4 ans. Oui, ils demandaient, mais là, ils sont montés à 5, effectivement. Eux, ils sont à 3,4, etc. Les Polonais sont déjà pratiquement à 5, etc. Mais ce que veut Zelensky, effectivement, c'est que l'Europe soit forte, mais au-delà de ça, ce qu'il voudrait, c'est avoir une garantie de sécurité et être dans l'OTAN. Et ce qui a profondément énervé, je crois, Trump, et ce qui explique un peu la déclaration qu'il a faite vis-à-vis de la Russie, qui est en disant que la Russie... Oui, il estime que Vladimir Poutine détruit la Russie en refusant un accord sur l'Ukraine. On va peut-être l'écouter très rapidement. Bah voyez, je vous ai aidé. Zelensky veut passer un accord. Je ne sais pas si Poutine le souhaite, peut-être pas.
mais il devrait le faire. Je crois qu'il est en train de détruire la Russie en ne voulant pas passer un accord. Je pense que la Russie va avoir de gros problèmes. Vous l'interprétez comment, ça, Patricia? C'est le premier propos sur la question. Alors c'est une prise de distance par rapport à son discours habituel, par rapport à son ami, effectivement, Vladimir Poutine. Je pense aussi que c'est le regard économique qu'il a, c'est-à-dire qu'effectivement la Russie se porte pas très bien sur un plan économique, donc il lui dit si tu continues mon ami, tu vas t'enfoncer dans la crise, et franchement nous on va encore en rajouter peut-être un peu. Et puis je crois qu'il n'a, et ce sera mon dernier point, il n'a pas forcément apprécié ce qu'a dit Vladimir Poutine en disant que oui, il était d'accord pour discuter avec Trump, mais ses conditions n'ont pas changé. Et ça plaît pas forcément. Un mot, pardon, en une minute, Mathieu Mabin, si vous nous écoutez, vous comprenez, on sait à Washington ce qu'a voulu dire. Est-ce que ça annonce une prise de position de Donald Trump sur le dossier ? C'est encore un peu tôt pour le dire, mais dans le fond, c'est assez cohérent dans la bouche de Donald Trump qui ne conçoit l'évaluation de la santé d'une nation qu'au travers de ses résultats économiques. C'est vrai que cette guerre, et Patricia l'a rappelé très bien, que cette guerre en Ukraine coûte cher à l'économie russe, même si on a pu dire pendant les 2 premières années du conflit que la croissance russe n'était pas affectée, ça ne peut pas durer très longtemps. Moscou commence à se rendre compte que les sanctions imposées par les Occidentaux impactent beaucoup plus l'économie russe qu'ils ne veulent bien l'avouer. Mais ce que l'on comprend de la relation entre Vladimir Poutine aujourd'hui et Donald Trump, c'est qu'on a affaire désormais à un duel entre 2 hommes concrètement pas étouffés par les scrupules, c'est le moins qu'on puisse dire, ce qui bien sûr dans le contexte est une force pour chacun d'eux. Mais si vous me permettez cette comparaison, un petit constat, ces forces finalement s'annulent jusqu'à dans le fond faire redescendre la pression diplomatique et recréer un contexte plutôt favorable à un accord, quelque chose de nouveau. La question qui demeure, c'est le poids de la voix de Volodymyr Zelensky dans cette équation. On doit s'interdire toute forme de comparaison avec l'Afghanistan, évidemment, par exemple, mais on ne peut pas oublier que l'État afghan avait été totalement écarté des négociations avec les talibans quand Donald Trump souhaitait mettre un terme brutal au conflit en Afghanistan. On n'a pas fini d'en parler, Raphaël. Florent Rodeau. Moi, j'ai quand même l'impression que Donald Trump, il a surtout envie d'être sur la photo. Il a envie de dire ça s'est réglé grâce à moi, même si la paix, elle est mauvaise. Peu importe qu'elle soit la paix. Peu importe que la paix, elle sera forcément mauvaise pour les Ukrainiennes. Ça, on le sait d'ores et déjà. Bien ça sûr. Fait d'ailleurs des semaines en coulisses que les équipes de Donald Trump travaillent à un appel avec Vladimir Poutine. Forcer la guerre aujourd'hui, forcer la paix aujourd'hui, ce serait tordre le bras de Poutine comme il a tordu le bras des Israéliens, Netanyahou, pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza. Oui, mais finalement, alors c'est intéressant, il a déclaré aujourd'hui qu'il ne croyait pas au cessez-le-feu à Gaza. Ça veut pouvoir dire quoi? Ça veut vouloir dire qu'il faut encore rencontrer Benyamin Netanyahou pour être sur la photo, pour dire que ça s'est réglé grâce à Donald Trump. Je pense que c'est un élément qu'il ne faut pas il le fait déjà écarter. Largement dire à travers son émissaire Steve Witkoff, qui serait à l'origine. Merci beaucoup, en tout cas, Patricia Lémonière, Florent Rodeau et Mathieu Mabin en direct de Washington. On va plus loin, c'est terminé. L'essentiel continue dans 3 minutes.